J'ai fait le plus poétique voyage qui soit possible en France. Aller d'ici au fond de la Bretagne, à la mer, par eau, pas cher, 3 ou 4 sous par lieu, en passant par les plus riantes rives du monde. Je sentais mes pensées grandir avec ce fleuve qui, près de la mer, devient immense. Tony, Moquette et moi, la Loire, on l'aime autant que Balzac. On a grandi en Touraine. Par conséquent, on connaît plutôt bien les courbes de ce grand fleuve de sable. On y passe notamment pas mal de temps lorsque le soleil tape dur, étalé sur ses berges ou posté au sein d'une des nombreuses guinguettes tourangelles. Cyclo-aventurier dans l'âme, on aime également partir à l'aventure sur la Loire à vélo. Cette voie mythique qui longe le fleuve sur près de 800 km et qui offre un concentré de palais, de couleurs et de douceur sans nul autre pareil. Bien qu'ayant déjà arpenté cette route des centaines de fois, c'est avec un enthousiasme de jeune premier que nous sommes une fois de plus partis de Tours pour rejoindre Saumur, pépite angevine située à 70 km de notre port d'attache. Je vous propose de découvrir cette voie sacrée des cyclistes à travers cette balade entre copains passionnés. Jamais aussi heureux que lorsqu'ils pédalent ensemble sur les routes de leur enfance. On ne le sait pas forcément, mais à la sortie de Tours et durant 25 km, la piste de la Loire à vélo quitte les bords du fleuve Royal pour rejoindre ceux du Cher. Poussés par un vent favorable, nous atteignons rapidement Savonnières. Ancien domaine de fabrique de savon gaulois, Savonnières est réputé pour être un haut lieu de la batellerie du Val-de-Loire. Les Tout-Cabanés, Gabarre et Futreau se comptent par dizaines et constituent un remarquable éventail de bateaux traditionnels. Les paysages de cartes postales de ce petit bourg posé face au Cher sont les promesses d'une superbe escapade. 2 kilomètres plus loin, nous traversons Villandry, célèbre pour ses prestigieux jardins de style Renaissance. Vu du ciel, le tableau est divin et met en lumière le travail exceptionnel des jardiniers pour réaliser cette authentique mosaïque de couleurs. Ce style de jardin, caractérisé entre autres par son aspect géométrique composé de parterres symétriques, de bassins et de fontaines, fut découvert en 1495 par le roi de France Charles VIII lors des guerres d'Italie. Ébloui par ce nouvel univers artistique, il s'évertuera tout au long de sa vie à le transposer dans le Val-de-Loire. C'est également à Villandry que se trouve un autre lieu emblématique de la région, la confluence de la Loire et du Cher. En effet, après avoir traversé 8 départements, arrosé 117 communes, cette rivière née sur les hauteurs de Mérinchal dans la Creuse finit une course de près de 365 km dans le ventre de la Loire. Quelques kilomètres plus loin, nous décidons de traverser la Loire via l'imposant pont suspendu de Langeais afin de contempler le château de la commune. Le roi Louis XI, dit le Prudent, ordonna sa construction en 1465. Achevé 4 ans plus tard, il devint rapidement un lieu incontournable de la monarchie, si bien qu'il fut le théâtre du mariage royal entre Charles VIII et la duchesse Anne de Bretagne le 6 décembre 1491.
Nous empruntons de nouveau le pont de Langeais et reprenons notre chemin sur la Loire à vélo. Excitée comme une puce, Moquette file à toute allure et traverse le village de Bréhémont comme un obus. La Loire est magnifique à cet endroit. Parsemée de petits îlots, elle change d'apparence suivant l'humeur du soleil et offre une faune et une flore qui nous donnent parfois l'impression d'être hors du temps. Les kilomètres défilent et nous distinguons les courbes d'un somptueux édifice se dessiner à l'horizon. Il se dévoile lentement mais sûrement. Le donjon d'abord, puis les façades en tuffeau immaculés, et enfin les tours aux allures secrètes. Un panneau nous indique que nous ne sommes plus qu'à 1 kilomètre de notre pépite. Nous quittons la Loire à vélo à l'intersection de la rue de la Loire, et parcourons les derniers mètres qui nous séparent du château. Il est encore plus beau qu'on l'espérait. Situé à une dizaine de kilomètres au nord de Chinon, non loin du point de confluence de la Loire et de l'Indre, le château de Rigny-Hussé figure sans aucun doute parmi les plus beaux joyaux du Val-de-Loire. Charles Perrault, propriétaire d'une maison dans les environs et ami du marquis d'Ussé, fut fasciné par le charme irrésistible de ce chef-d'œuvre de la Renaissance. Il s'en inspira pour écrire son célèbre conte « La Belle au bois dormant ». Il y fait naître Aurore, héroïne plongée dans un sommeil qui dure depuis 100 ans et qui ne pourra être réveillée que par le baiser d'un prince charmant. Adapté au cinéma par les studios Disney en 1959, ce conte merveilleux est de nos jours l'un des plus célèbres au monde. Étouffés par la chaleur, nous vidons les nappes phréatiques de chacune des communes que nous traversons. S'étant toujours rêvé barman, Tony profite d'une escale en terrasse pour dévoiler ses talents. Tu passes ta canette. Ouais. Tac, dans les bars ils font tout ça et hop après ils s'occupent d'autre chose. Heureux comme des gamins, nous nous évadons dans la campagne tourangelle, longeons les champs de tournesol et imitons parfois les attaques des cadors du Tour de France. 50 km après notre départ de Tours, nous atteignons Cande-Saint-Martin, petit bijou membre de l'association des plus beaux villages de France. C'est ici que la Vienne, qui déboule à droite, est happée par la Loire. Le fleuve royal devient d'ailleurs énorme à mesure qu'il avale un à un ses affluents, si bien qu'on a parfois l'impression de ne plus être au bord d'un cours d'eau, mais bien d'un océan. Nous défilons au plus près de la rive du fleuve, éblouis par ses eaux scintillantes. Nous quittons l'Indre-et-Loire pour entrer dans le Maine-et-Loire et traversons Montsoreau, autre membre de l'association des plus beaux villages de France. Porte d'entrée du pays saumurois, ce village est le diamant du Val-de-Loire. On a la chance de trouver au sein de ce paradis tout ce que cette région a de plus beau à nous offrir. La Loire, bien sûr, qui est ici plus que jamais ce grand fleuve de sable quelquefois mouillé cher au poète Jules Renard. Le château, modèle d'architecture Renaissance bâti dans le lit du fleuve. Et le vignoble, bien sûr, celui de Saumur-Champigny.
Nous quittons le plateau viticole et redescendons vers Turcan. Magnifié par ses immenses falaises de tuffeau, la pierre précieuse locale considérée comme l'or blanc du Saumurois, le village présente l'un des plus beaux patrimoines troglodytiques de France. Il abrite notamment les ateliers et boutiques d'artisans d'art travaillant la pierre, le verre, le métal et le feu. Au terme d'un après-midi lumineux, nous atteignons Saumur, terminus de notre escapade. Planté au sommet d'une imposante colline angevine, le château domine la ville et attire tous les regards. Nous déambulons dans les ruelles de cette cité que nous connaissons mal. Passionné par l'œuvre de Balzac, je cherche et finis par trouver la maison dont il s'inspira pour l'écriture d'Eugénie Grandet. Illuminée par cet éclatant soleil de juillet, la ville est moins triste que celle décrite dans le roman. Un brin déçu, Moquette nous confie qu'il aurait aimé qu'on poursuive notre route vers l'ouest afin d'accompagner la Loire dans sa course vers l'océan. Argentée, assoiffée, sablonneuse, brumeuse, qui sait quel visage nous offrira-t-elle la prochaine fois ?